Petite confession, je n'ai jamais été très fan de Friends, même si je sais que c'est une institution et que c'est souvent la sitcom préférée des gens de ma génération. Personnellement, je préférais largement Malcolm, peut-être parce que j'étais un petit peu amoureuse de Francis, mais aussi et surtout parce qu'elle avait ce petit quelque chose en plus par rapport à toutes les autres sitcoms de cette époque. Et oui, c'est pas juste la nostalgie qui parle, c'était vraiment une série à part, et on voit pourquoi ensemble. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo légère pour reparler de Malcolm, la sitcom créée par Linwood Boomer, ouais, le gars qui jouait le mec de Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Elle a été diffusée de 2000 à 2006 et compte 7 saisons pour un total de 151 épisodes, régulièrement rediffusés depuis, notamment sur les chaînes du groupe M6 en France. Bon, de Malcolm, on se souvient évidemment de certains épisodes, comme celui du bowling, celui dans la famille de Hal ou celui des patins à roulettes, pour ne citer que. Il y a les répliques devenues cultes, à commencer par le fameux je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu de Dewey, ou sont tout aussi légendaires toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. On a aussi le générique inoubliable Boss of Me du groupe The Might Be Giant que j'ai chanté en yaourt pendant des années. You need boss me now, you need boss me now. J'ai fait de la chorale. Il y avait aussi les séquences pré-génériques, ces petits sketchs d'ouverture sans rapport avec l'épisode qui étaient souvent à mourir de rire. Là comme ça, un de mes préférés, c'est celui où Loïs trouve un magazine érotique dans la chambre des garçons et colle sa tête sur toutes les pages, mais je pourrais en citer des dizaines d'autres. Personnellement, je regardais pas mal cette série avec mes parents et ça nous faisait du bien collectivement. Ça apaisait le foyer en remettant les compteurs à zéro parce que eux se disaient « Waouh, heureusement que notre fille n'est pas comme ça » et moi je me disais « Waouh, heureusement que mes parents ne sont pas comme ça ». De toute façon, ça, Super Nanny ou Pascal le grand frère, stratégiquement, s'il y avait un truc à demander, une bêtise à avouer ou un mot à faire signer dans le carnet, c'était après l'épisode qu'il fallait manœuvrer pour profiter de l'effet de contraste. Parce que bon, avoir oublié ses crayons de couleur pour le cours d'art plastique de Madame Becker, c'est pas avec ça que j'allais rivaliser contre Reese ou Francis. Si je vous dis qu'Internet est indispensable pour notre rédaction, vous n'allez pas être surpris. À écran large, on a besoin d'exploiter les capacités d'Internet à leur plein potentiel, sans jamais jouer avec le feu, alors on utilise CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. CyberGhost VPN, c'est vraiment le moyen parfait pour surfer en toute sécurité. Avec ses 38 millions d'utilisateurs, ses 15 ans d'expérience et ses 11 000 serveurs répartis sur 100 pays différents qui assurent une utilisation vaste et sécurisée, CyberGhost VPN est la référence du marché. Il est même le VPN le plus recommandé sur Trustpilot avec une note de 4,8 sur 5 avec plus de 13 000 critiques recensées. Mais alors, pourquoi vraiment prendre un VPN ? L'avantage majeur, c'est qu'il masque votre adresse IP, chiffre vos données et dirige votre trafic internet via un canal sécurisé. C'est bien pratique pour éviter toute tentative de piratage. Mais bien sûr, CyberGhost permet aussi d'utiliser une IP étrangère et donc de ne pas être limité par les restrictions de chaque pays. En gros, grâce à CyberGhost, vous pouvez avoir accès à n'importe quel contenu habituellement bloqué en fonction du pays qui le diffuse. Ça veut dire avoir un accès étendu à la presse étrangère, mais aussi à des catalogues étrangers de plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Prime Video, et peut-être plus si vous n'avez vraiment pas froid aux yeux. Avec un seul abonnement CyberGhost, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils différents sur n'importe quel système d'exploitation, y compris vos consoles de jeux. Et grâce au lien disponible dans la description, vous pouvez obtenir un abonnement avec une réduction de 83%, soit 2,03 € par mois. Et comme CyberGhost VPN a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour vous. Et si ça vous semble trop beau pour être vrai, pas de problème, vous n'avez qu'à essayer, tester CyberGhost pendant 45 jours et vous faire rembourser si besoin. Bref, n'attendez plus pour cliquer sur le lien dans la description et télécharger CyberGhost VPN. À l'origine, c'est United Paramount Network, disparu en 2006 après la fusion qui a donné naissance à The CW, qui devait produire la série. Regency Television s'est peu de temps après greffé au projet, mais UPN s'en est désintéressé. Donc, Regency a voulu le soumettre à la Fox et au patron de Fox Entertainment, Doug Herzog, qui était alors en poste depuis quelques semaines seulement. Et plutôt que d'engager de longues conversations et négociations, des discussions sur les plannings, le budget, le marketing et tous les trucs pas marrants et compliqués quand on lance une série, il a juste dit « mais c'est marrant, let's go !» Certains disent que c'était plus par inexpérience que par confiance. Mais à ce moment-là, la Fox avait X-Files, Les Simpsons,
mais pas tellement d'autres titres forts. La chaîne avait en plus floppé avec les teen séries Time of Your Life ou Sarah en VF et Get Real, mais aussi la série policière Ryan Caulfield, la série de SF Arch Realms ou la série d'animation Family Guy. Aujourd'hui c'est très populaire Family Guy, mais au début c'était pas très convaincant et c'était aussi sur une famille grossière et dysfonctionnelle un an avant le lancement de Malcolm. Donc ça jouait pas tellement en sa faveur sur le papier. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, bah oui c'était une idée en or, mais sur le moment c'était surtout un gros pari, voire un gros risque pour la chaîne. Parce que Malcolm a cassé des codes et s'est révélée aussi innovante sur le fond que la forme. Pour commencer par la forme, la série est composée d'épisodes de 30 minutes. Alors oui, à l'époque où un épisode de Stranger Things ça peut dépasser les 2 heures, c'est sûr c'est pas méga impressionnant, mais le format de l'époque pour les sitcoms c'était entre 22 et 25 minutes sans compter les pages de pub. C'était le cas pour Friends, pour Seinfeld, pour Madame est servie, Arnold et Willy, Nounou d'enfer, Dan 70 Show ou Ma sorcière bien aimée. Et ajouter des minutes supplémentaires, ça veut dire augmenter le budget. D'après un article de 2000 du New York Times, chaque épisode de Malcolm coûtait à peu près 1,2 million de dollars, alors qu'une sitcom traditionnelle, ça coûtait en moyenne entre 800 et 900 000 dollars par épisode pour la saison 1. Mais là où Malcolm a vraiment changé l'ADN du genre, c'est en filmant les épisodes avec une seule caméra, dans une vraie maison, avec quelques décors en plateau, mais surtout beaucoup de lieux en extérieur, alors que la majorité des sitcoms, dont l'origine remonte aux émissions radio, étaient jusqu'ici filmées en studio, avec 3 ou 4 caméras, devant un public ou avec des rires enregistrés. C'était la norme depuis les années 50, amenée notamment par I Love Lucy. Forcément, quand les intrigues se déroulent en grande partie dans les mêmes décors, ça n'aide pas vraiment à diversifier l'écriture, à chercher l'originalité. En fait, ça a plutôt même tendance à entretenir une certaine paresse. Malcolm se déroule dans beaucoup de lieux récurrents, mais fait aussi des passages dans le désert, sur une autoroute, dans un parc aquatique, dans un gymnase, sur un bateau ou sur un parking pour faire des autotamponneuses. La réalisation est aussi moins figée, moins dans l'esprit du théâtre filmé, donc elle peut se permettre d'être plus près physiquement des personnages, même d'être embarqué par moments. Et ça c'est pratique pour nous rapprocher de Malcolm, dont la série suit le point de vue, et qui brise d'ailleurs régulièrement le 4e mur pour nous faire part de ses états d'âme. C'est aussi une façon de justifier le fait de rire de trucs horribles, parce qu'on les perçoit à travers les yeux d'un gamin de 10 ans, surdoué certes, mais immature quand même. Et comme il n'y a pas de rire enregistré pour rythmer les scènes, le tempo comique est différent, il ne laisse pas l'espace justement pour les rires, donc je le trouve moins cadencé, plus inattendu et donc plus surprenant. Le dernier risque avec Malcolm, c'était qu'on nous vendait encore une sitcom sur une famille ou en tout cas avec des dynamiques familiales. Et ça, il y en avait déjà eu des tonnes qui ont plus ou moins fonctionné. On a cité juste avant Arnold et Willy et une nounou d'enfer, mais on peut aussi ajouter le Cosby Show, Papa bricole, La fête à la maison, Quoi de neuf docteur, Notre belle famille, Marié 2 enfants, Le prince de Bel-Air, La vie de famille, Sacrée famille ou The Parenthood. Et elles n'ont toujours pas disparu aujourd'hui, depuis le lancement de Malcolm. Il y a eu Ma famille d'abord, Tout le monde déteste Chris, Modern Family ou The Middle, une série sur une famille défavorisée avec des ados débiles et un gamin super intelligent. Attention, ça risque de se voir. C'est peut-être Malcolm qui leur a indirectement permis de voir le jour, vu que la série a dépoussiéré un genre qui avait du mal à se renouveler et à trouver de nouvelles choses à raconter. Pourtant, il est aussi question de s'asseoir à la table d'une famille de la classe moyenne américaine, c'est-à-dire la classe la plus répandue à la fin du siècle dernier, celle à laquelle on s'identifie le plus facilement et qui sont presque toujours au centre des sitcoms, et ça depuis I Love Lucy ou Mary-Kay et Johnny, qui est souvent considérée comme la première sitcom. C'est dans cette série d'ailleurs qu'on voit pour la première fois un couple partager un lit à l'écran ou une intrigue qui parle de la grossesse d'une femme. En fait, l'actrice était tombée enceinte, donc les producteurs ont décidé de l'intégrer au scénario. Et depuis, c'est une méthode qui a été réutilisée dans les séries longues, notamment dans Malcolm. Au départ, le petit Jamie n'était pas prévu, mais Jane Kaczmarek, qui joue Lois, était enceinte. Mais si vous vous rappelez bien des épisodes de Malcolm, la série ne parle pas vraiment de la classe moyenne américaine, mais plutôt de son effondrement au tournant des années 2000. Là encore, c'était pas la première fois qu'une série comique ironisait sur des sujets graves, comme MASH par exemple, qui se moquait de la guerre ou de l'armée. Mais là, on parle d'une visée plus globale sur les États-Unis, en prenant une famille à laquelle beaucoup peuvent s'identifier, d'où le fait qu'on ne sache pas vraiment où ils habitent, ni leur nom de famille, même si, oui, le pilote laisse entendre qu'il s'appellerait Wilkerson, ce qui a ensuite été abandonné. L'anecdote est bien connue maintenant. En fait, ce que nous raconte Malcolm,
c'est que la classe moyenne a bien changé depuis la fête à la maison ou les Simpsons. La vie en maison dans un quartier pavillonnaire avec un petit jardin, une voiture et un seul salaire, ce n'est plus la norme mais un souvenir. Celui de Hal et Loïs d'ailleurs dans l'épisode qui s'appelle Souvenir, souvenir. On découvre qu'avant de crouler sous les factures, Hal et Loïs avaient cette belle vie avec un intérieur immaculé. Hal avait des perspectives d'avenir dans sa carrière, de bons chiffres à faire valoir à son patron et tous les deux voulaient une vie bien rangée avec un enfant né pendant le mariage, un peu trop littéralement. Ils étaient pleins d'espoir mais la vie les a giflés, en partie parce qu'on a refusé à Hal de revoir son planning pour passer plus de temps avec ses enfants parce que Loïs ne pouvait déjà pas gérer toute seule. Il est rétrogradé donc ils doivent prendre une maison plus petite et on comprend que Loïs a fini par prendre un boulot alimentaire, un job de caissière à Lucky Aid qui est ensuite devenu son emploi à temps plein. Elle y travaille de façon exemplaire depuis des années mais stagne. Comme Hal dans son boulot. Mais ça c'est parce qu'il le fait pas de façon exemplaire. Il prend même tous ses vendredis parce que le système l'a déjà laissé tomber. Le FBI va même jusqu'à l'accuser de détournement d'argent pour parfaire l'ironie. Du coup, pour aller dans un hôtel pas ouf, Loïs a dû faire des heures supplémentaires pendant 6 mois. Ils s'autorisent une pizza de temps en temps mais font des gratins de reste toutes les semaines pour ne rien gâcher. Eux n'ont jamais pu prendre l'ascenseur social pour remonter. Ils ont, au contraire, été pris dans une spirale jusqu'à en arriver là. Et justement, parler de cette inertie sociale dans un format de sitcom, donc de la comédie de situation, qui repose sur des intrigues épisodiques sans réelle évolution hormis physique, pour toujours revenir à la même configuration ou presque, ça souligne encore plus le propos. Globalement, la série nous raconte que la vie est injuste, même le générique le chante. Life is unfair. Le rêve américain est mort et la méritocratie n'existe pas. C'est là la différence majeure avec les autres sitcoms où tout est inconséquent, où rien n'est jamais grave. Malcolm raconte la vraie vie, certes avec son lot d'exagération et d'outrance, mais même avec un filtre comique, ça reste toujours assez nihiliste parce que le bien ne l'emporte pas nécessairement, voire quasiment jamais, la morale non plus. Et tricher peut sauver la mise, comme le fait de mentir. Il y a carrément un épisode où Loïs rend à son patron une bouteille d'alcool que Dewey a volée, et au lieu d'être remerciée pour son honnêteté, elle est virée. Puis il accepte de la réembaucher, mais à condition qu'elle signe des excuses, ce qu'elle refuse de faire. Finalement, elle le menace de dévoiler tout ce qu'elle sait de compromettant sur lui, et c'est comme ça qu'elle garde son boulot mal payé. Parce que c'est la loi du plus fort. Du coup, dans un sens, vaut mieux en rire. Cette violence du système, elle passe aussi par l'humiliation, une thématique qui revient très souvent dans la série sous plein de formes différentes. Tenez, pour rester sur le même épisode, Loïs a donc perdu son travail, une camarade de Malcolm l'apprend et organise une collecte de nourriture dans son école, sans aucun tact pour ménager leur amour-propre. Et surtout, à la fin, ils se rendent compte qu'ils ont tous donné leur fond de placard et des produits périmés. Ouais, la vie est injuste. Elle est même tellement injuste qu'elle menace aussi des médias indépendants comme Écran Large. Mais pour qu'on garde nos belles couleurs orange et notre sens douteux de l'humour, on propose un abonnement sur le site internet. C'est quelques euros par mois contre tout un tas de dossiers dans lesquels vous trouverez forcément votre bonheur. L'humiliation concerne aussi plus particulièrement les travailleurs. C'est au cœur de certains épisodes, comme celui où la mascotte de l'oncle Sam, là qui est sur Échasse, perd son travail. Lui qui voulait travailler dans un cirque finit par se faire avaler par le système, non sans une certaine ironie. Comme Francis d'ailleurs, qui était pourtant le plus rebelle et le plus contre l'autorité de la fratrie, qui finit par travailler dans un bureau après le ranch et qui s'y plaît. Il y a la violence au travail, mais la série parle aussi beaucoup de la violence à l'école, censée être un socle égalitaire, mais qui est en réalité la première étape de hiérarchie et même d'étiquetage social. Il y a cet épisode très amoral mais très drôle, où à un moment, Reese décide d'arrêter de tyranniser tout le monde, ce qui fait proliférer les brutes et ce qui fait que les personnes qui sont harcelées le supplient de revenir les tyranniser pour que tous les autres disparaissent. Mais ça va dans les deux sens, Il y a aussi ce prof qui tyrannise Reese, ou cet étudiant complètement teubé qui reçoit une bourse pour aller dans une grande université après avoir fait un devoir tout pété. En substance, on parle même carrément de la construction sociale du génie, parce que ça pourrait être un tremplin pour Malcolm, mais c'est au contraire un fardeau pour lui, une stigmatisation et ce qui l'enfoncera par la suite. Après tout, on est toujours plus malheureux quand on a parfaitement conscience de toutes les injustices et de la manipulation, encore plus quand on en est directement victime. On comprend aussi très vite que la classe spécialisée de Dewey n'est rien d'autre qu'un placard où les enfants jugés dérangeants sont exclus sans aucune possibilité d'insertion. Ils n'ont pas de fenêtre, ils n'ont pas de récréation, pas d'activité, pas même de cours. Il y a même une fois où un prof les exploite pour faire du profit sur leur dos. Il y a un autre épisode aussi que j'aime beaucoup, où ils sont tous désespérés que Dewey, qui est le seul à leur prêter de l'attention, ait quitté la classe,
Du coup, ils fuguent et partent vivre dans les arbres, totalement en dehors du système. La série met donc une nouvelle fois en lumière ce que la société rabaisse et laisse volontairement sur le banc de touche. Et la non-morale dans tout ça, parce que la vie est injuste, vous l'aurez compris, c'est que Dewey se fait réintégrer dans la classe parce que c'est définitivement le seul qui a de la considération pour eux. Et ça nous fait un pont parfait pour revenir sur le dernier épisode de la série. Si jamais vous l'avez plus trop en tête dans les très grandes lignes, Lois refuse que Malcolm soit payé par un riche investisseur parce qu'elle veut qu'il aille à l'université faire ses études. Elle lui révèle même qu'elle veut qu'il devienne président des États-Unis parce qu'il devra souffrir pour y arriver, mais qu'il est le seul capable de changer profondément le système, le seul qui pourrait faire en sorte que la situation des ménages précaires s'améliore parce qu'il serait le seul à connaître leur réalité. C'est beau, mais c'est terrible, parce que déjà, Lois assume d'une certaine manière que la souffrance et l'humiliation sont des passages obligés pour eux. Ce sont des paliers à franchir et pas à éviter. C'est pas la première fois qu'elle fait de la force intellectuelle de Malcolm une bouée de sauvetage. Elle avait déjà dit au prof de Reese qu'elle balancerait Malcolm par-dessus bord pour sauver Reese parce qu'elle sait qu'il pourra s'en sortir contrairement à son grand frère. Là, elle sacrifie carrément son propre fils pour le bien commun, en agissant à rebours de ce qu'on attend d'une mère, c'est-à-dire qu'elle pense au bonheur et à la prospérité de son enfant. Mais à ce moment-là, pour moi, Lois ne parle pas comme une mère, elle parle comme un scénariste. Certainement que j'extrapole un peu, mais à ce moment-là, elle a scénarisé la vie de Malcolm sans que son accord entre en jeu évidemment. Elle décide qu'il va souffrir alors qu'il y a une voie qui s'ouvrait à lui. Elle décide qu'il doit représenter plus que ça, qu'il doit aider bien au-delà de lui ou de sa famille. À ce moment, c'est terrible, mais c'est sur ses épaules, il doit prouver que le principe de méritocratie a encore un sens. Donc, j'ai quand même envie de voir une touche plus lumineuse qu'il n'y paraît. Bon, j'ai pas encore vu la nouvelle série Malcolm, rien n'a changé, mais au vu de la bande-annonce, Malcolm n'est pas devenu président des États-Unis. Il a fondé sa petite vie à lui, il s'est justement éloigné de sa famille et semble enfin en paix. Mais j'espère vraiment que les nouveaux épisodes reviendront sur la fin de la série originale pour essayer de raconter quelque chose d'autre sur la classe moyenne, encore plus maintenant à l'ère de Donald Trump. Ou alors la série laissera de côté toute sa charge politique pour n'être qu'un amas de gags et de fanservice. Ça, on n'est malheureusement pas à l'abri. Enfin bref, on pourrait dire encore plein de choses sur Malcolm, la façon dont les personnages se développent progressivement pour nuancer la caricature qu'ils sont au départ. Je pense aussi à Lois, la définition de la charge mentale, c'est elle. Et j'adore l'épisode où sa famille se comporte égoïstement pour son anniversaire, puis veut se rattraper après l'avoir compris, ou celui où il la venge parce que leur belle famille lui a manqué de respect. Je pense aussi à Francis et Reese, qui sont de grands sensibles, ou Malcolm, sa dépression et ses crises existentielles qui se rend compte de son infériorité malgré son gros cerveau. Il y a aussi Dewey et la musique, et même plein de très beaux moments d'amour dans cette série, d'écoute, de partage et de complicité. Et c'est aussi ça qui faisait que c'était aussi bien. Mais il y a trop d'épisodes, trop d'introductions et de scènes géniales pour toutes les citer. Donc, comme d'habitude, je vous laisse prendre le relais dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. De mon côté, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous renvoie vers la vidéo de Geoffrey sur V les visiteurs, histoire de rester sur de la nostalgie. À très bientôt!